Bienvenue dans les vastes étendues glacées du nord du Groenland, un territoire encore isolé du monde, sanctuaire d'une biodiversité exceptionnelle. Je vous emmène à la rencontre d'une communauté inuite qui vit en harmonie avec cette nature, à la fois riche et hostile. Préservant leurs traditions et leurs savoirs ancestraux, ces gardiens du pôle sont aujourd'hui confrontés à un défi majeur, le changement climatique, dont leur région est devenue le baromètre mondial. Notre voyage commence à Nuuk, la capitale du Groenland. Elle concentre le tiers de la population du pays qui compte au total à peine 60 000 habitants. Des habitants qui vivent uniquement dans des villes et des villages côtiers. Car le Groenland est immense, mais son territoire est recouvert à 80% par une calotte glaciaire inhospitalière, la plus grande masse de glace sur Terre après l'Antarctique. Nous embarquons à bord du commandant Charcot, un navire de croisière brise-glace conçu pour explorer les mers gelées de la planète. Depuis Nuuk, nous allons naviguer dans la mer de Baffin pour rejoindre, à 1000 km au nord du cercle polaire arctique, les rivages gelés de Kuchlorssuaq. C'est un village inuit, isolé du monde, où l'on vit encore et surtout de la pêche et de la chasse traditionnelle. Ce village-là, le dernier bateau ravitailleur, il arrive début novembre. Et le prochain, il sera début juillet. Donc ça fait quand même 8 mois de l'année, il n'y a plus de ravitaillement. Pour tenir toute cette période sans rien du tout. Et d'où le fait que tu ne peux pas survivre si tu chasses pas. Si tu ne nourris pas sur le terrain, c'est impossible d'avoir suffisamment d'aliments à disposition. Nicolas Dubreuil est notre guide. Explorateur polaire, Nico, comme l'appellent ses amis inuits, vit une partie de l'année avec ses villageois dont il connaît toutes les subtilités de la langue. Alors le fait que je parle groenlandais, ça a ouvert des portes énormes et cet accueil dans cette communauté m'a vraiment touché. Tout le monde a voulu me montrer des choses, a voulu m'enseigner. Je leur ai demandé de m'apprendre à fabriquer un traîneau, de m'apprendre à fabriquer un harpon. Je suis parti à la chasse, tout le monde m'a intégré et je me suis senti dans une famille, tout de suite accepté dans une famille. Plus nous remontons vers le nord du Groenland, plus la glace de mer devient épaisse, compacte et craque sous l'étrave du navire. Nous croisons aussi les premiers icebergs. Donc c'est à l'heure actuelle le paquebot le plus capé pour aller dans la glace, avec une puissance suffisante pour vaincre la résistance de la glace et des épaisseurs et des renforts de tôle qui nous permettent de résister aux chocs et aux déformations liées à la glace. On essaye, avec les analyses des cartes satellites, d'optimiser notre route et de ne pas casser une plaque de glace si ce n'est pas nécessaire. Donc on va utiliser les chenaux d'eau libre créés par les vents, par les courants, et donc pour pouvoir minimiser notre impact. Enfin, il faut quand même noter que la glace que l'on rencontre là, au milieu de la terre de Baffin, c'est de la glace qu'on appelle dérivante. C'est un système dynamique. Notre sillage derrière va se refermer, puisqu'en fait, tout est en mouvement. Tiens, une trace d'ours, encore. Là, la capitaine. Nous sommes sur le territoire du seigneur de la banquise, l'ours polaire. Depuis la passerelle du bateau, nous en suivons un à la trace. Il y a des grosses traces qu'on voit, là, rectilignes, sans doute un mâle imposant. Les mâles, ils ont des très longs poils sur les pattes. Et donc, en fait, quand ils marchent, ils laissent la traînée des poils. Et pourtant, malgré, à mon avis, son poids, je sais pas combien il doit faire, mais peut-être 300-400 kilos, il passe sur une banquise sur laquelle je suis même pas sûr que nous, on arriverait à tenir. Et il répartit parfaitement son poids sur ses 4 pattes, des pattes extrêmement larges, comme ça. Au bout de quelques minutes, nous l'apercevons. Et là, c'est un ours, c'est bon. Moi, je l'ai droit devant. Il est en train de roupiller, là. Là, il bouge, là. Et hop, il se lève, là.
Il se lève, il se lève, il se lève. L'ours polaire peut faire 200 km dans la journée, c'est incroyable. D'ailleurs, les Groenlandais l'appellent le grand vagabond. Il parcourt des kilomètres et des kilomètres. C'est ce qui rend d'ailleurs les populations d'ours très difficiles à chiffrer parce qu'elles peuvent être tellement partout. On a retrouvé des ours qui sont restés au Spitzberg dans le même fjord pendant plusieurs années, et puis d'autres sur quelques mois qui sont passés de la Russie au Canada. Ouais, c'est vraiment incroyable. Après 3 jours de navigation, nous approchons de Kuchlorswark, dans la baie de Melville. Le bateau s'arrêtera là. Pas question d'aller plus loin pour ne pas briser la banquise côtière. On va rentrer le navire dans cette glace côtière, on va s'arrêter, puisque cette banquise, en fait, c'est l'environnement utilisé par les mammifères, mais aussi par les communautés groenlandaises qui utiliseront cette glace pour passer d'une baie à l'autre plus facilement avec leurs chiens de traîneau. À partir de là, notre aventure se poursuit en traîneau, tirés par des chiens et guidés par leur maître, des chasseurs inuits rompus au piège de la banquise. Au Groenland, il n'y a pas de route. Enfin, il y a des routes dans les villages, mais entre les villages, il n'y a aucun moyen de transport. Donc, vous voulez aller d'un village à l'autre, vous êtes obligé de vous déplacer en traîneau. Et c'est quand même incroyable d'avoir encore cette civilisation qui se déplace sur des planches en bois tirées par des chiens. Ils conduisent à la voie avec ili 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 pour aller à droite, yuk 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 pour aller à gauche, hey 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 pour arrêter les chiens. Ils ont quand même un fouet. Alors c'est ce fouet des fois qui est mal vu, mais ce fouet il sert surtout à régler les problèmes dans la meute. Au cas où il y a un chien qui tout d'un coup s'attaque à un autre chien, on ne peut pas mettre les mains pour le séparer. Donc le fouet là va être utilisé pour séparer les chiens en cas de bagarre. Le chien, c'est un point extrêmement important de la culture inuit. Cette race spécifique est le chien groenlandais, qui est une race qui descend du loup arctique, extrêmement résistant, qui peut dormir par moins 40 degrés. Ah, c'est incroyable, les chiens se roulent en boule complètement. Ils attendent d'être recouverts de neige, ça fait un petit igloo sur eux. Et puis là, ils peuvent passer toute la nuit par moins 40 degrés. Alors ils adorent leurs chiens. Mais c'est aussi un chien de travail. C'est des chiens qui sont dressés pour la chasse, qui ont un comportement très sauvage, de dominant. En plus, les chiens sont en meute. Donc évidemment, entre eux, il va falloir régler les problèmes de mâle alpha, et c'est compliqué. Ces chiens, rapides, musclés, ne redoutent rien. Pas même l'ours polaire auquel ils n'ont pas peur de s'attaquer lors des campagnes de chasse. C'est une chasse où l'homme et le chien font qu'un. C'est le chien qui va se jeter sur l'ours pour le bloquer, pour permettre au chasseur de le tuer. C'est 5, 6 chiens, des fois 10 chiens, pour bloquer des ours qui font quand même 800 kilos, parfois les gros mâles. Car oui, nos guides inuits sont aussi des chasseurs d'ours professionnels. Durant l'hiver, ils parcourent la banquise et installent leur campement pour pratiquer cette chasse ancestrale, profondément ancrée dans leur tradition, mais aujourd'hui très réglementée par le gouvernement groenlandais. En fait, on a un regard, nous occidentaux, sur la chasse à l'ours. Évidemment, on a cette image mythique, évidemment, des espèces en danger, il faut surtout pas chasser, on a envie de donner des milliards de leçons. La réalité, c'est qu'ils peuvent pas se passer de ça. Dans ces villages qui sont complètement isolés, ils peuvent pas se passer de manger de la viande d'ours parce que c'est là où ils vont trouver toutes les vitamines et tous les éléments dont ils ont besoin. Au Groenland, la chasse à l'ours n'est autorisée qu'en hiver et se pratique en traîneau à chien sur la glace de mer. Elle commence souvent par l'ascension d'un iceberg figé dans la banquise. Car dans ce désert blanc, pour espérer apercevoir un ours tout aussi blanc, il faut d'abord prendre de la hauteur. Ces dernières années, les chasseurs ont remarqué que les ours étaient plus nombreux. Par exemple, quand nous étions enfants, et même bien avant, les chasseurs partaient avec les chiens en traîneau, très loin vers le nord.
Ils partaient de nombreux jours sans pouvoir rentrer à la maison. Parfois, ils en capturaient un, et parfois, ils n'en attrapaient aucun. Ces dernières années, les chasseurs n'ont pas besoin de partir aussi loin. Ils partent pendant seulement 2 ou 3 jours. Parfois, ils peuvent capturer 3 ou 4 ours, et ensuite, ils rentrent à la maison. Alors, à mon avis, ici, les ours polaires ne sont pas en déclin. Au Groenland, les chasseurs sont contrôlés par le gouvernement. Il y a des quotas de chasse. Donc, avec ces restrictions imposées, il y a plus d'ours aujourd'hui, comme on peut l'imaginer. Difficile de connaître avec précision le nombre d'ours polaires en Arctique, car ils vagabondent sur un immense territoire peu habité et les réglementations de chasse varient en fonction des pays. Estimée à environ 25 000 individus, leur population diminue dans certaines régions, alors qu'elle semble se stabiliser, parfois même légèrement augmenter sur quelques territoires. Au Groenland, le gouvernement autorise la chasse traditionnelle, mais il faut une licence professionnelle et il y a des quotas imposés à chaque village. C'est une chasse de subsistance, indissociable de la culture inuite. Alors la chasse à l'ours, c'est à la limite de l'animal mythique. C'est des dieux pour eux, en quelque sorte, des esprits. C'est eux-mêmes qui disent que cet ours se donne à nous. C'est-à-dire quand on l'a tué, c'est pas qu'on est un bon chasseur, c'est que l'ours a accepté de se donner à nous. On chasse un animal aussi qui est extrêmement intelligent. Donc dès qu'il a été repéré, l'animal, il va tout de suite dans les zones de glace mince où on peut pas marcher, tout de suite dans les zones de glace chaotiques où on peut pas emmener les chiens en traîneau. Il va être capable de plonger sous l'eau et de réapparaître derrière nous. Et d'ailleurs, parfois, quand les animaux sont comme ça très doués à s'échapper, les Groenlandais arrêtent la chasse parce qu'ils disent là, c'est un esprit trop puissant. Et c'est tellement une partie importante de la culture. Un ours, quand il est tué, c'est très strict. Il y a des règles qui datent d'il y a 2000 ans. Voilà, celui qui l'a vu à telle partie de l'ours, celui qui l'a tué à telle partie. Et on va garder une partie pour les gens du village qui n'ont pas de viande. Et tout de suite, évidemment, ça va être une fête très importante où tout le village est invité pour manger de l'ours. À l'époque de mon enfance, on pouvait vendre les parties de l'ours, comme les griffes, la tête, la peau. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, ce n'est plus autorisé de les exporter vers l'Europe. On ne peut même pas les exporter vers le Danemark. Pourtant, nous faisons partie du royaume. Les Danois ne peuvent rien acheter. C'est interdit. Vous savez, les chasseurs sont strictement réglementés. De l'ours, on ne peut prendre que sa viande pour la manger. Oui, bien sûr, il y a un petit marché groenlandais avec ce que nous vendons à l'intérieur du pays. Notre pays a une petite population et nous ne pouvons avoir qu'un tout petit marché avec de tout petits revenus. Je pense que le monde entier doit savoir ça. Nos quotas de chasse sont très restreints et lorsqu'ils sont épuisés, la chasse s'arrête et nous n'avons plus de revenus. Tout ce qui est vente de peau est interdite. C'est vraiment de la viande pour manger et la peau pour s'habiller. Pour faire des pantalons en peau d'ours, pour faire des bottes en peau d'ours, évidemment, et puis pour faire des gants. Mais moi, je peux vous dire, il n'y a aucun vêtement, même de la plus haute technologie, qui n'équivaut à un pantalon en peau d'ours. Le pantalon en peau d'ours, c'est extrêmement chaud, c'est imperméable, ça évacue la transpiration et ça permet à l'air chaud de circuler dans tous les vêtements. C'est incroyable. Et que eux, évidemment, vivant en permanence à moins 40 degrés, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient ce genre de vêtements. Au printemps, lorsque la banquise se fracture pour faire place aux premières ouvertures d'eau libre, nos guides inuits chargent leur kayak sur leur traîneau à chien pour aller chasser un autre gibier. Le narval, surnommé la licorne des mers, un cétacé qui remonte vers le nord du Groenland en cette période de l'année pour aller y chercher sa nourriture. Cette chasse, destinée à la consommation de la viande et de la graisse, doit respecter des pratiques traditionnelles, bien loin d'une chasse intensive et commerciale.
à Couche-Lorsoirque, dans la baie de Melville, on est obligé de chasser en kayak. Ce sont des kayaks traditionnels qu'ils ont fabriqués eux-mêmes en bois et ils vont fabriquer des harpons à propulseur et il faut partir à plusieurs chasseurs. On va passer une semaine peut-être sur place, voilà, à attendre le passage des narvals. Quand les narvals arrivent, eh bien on met les kayaks à l'eau, on fait le moins de bruit possible et ils vont essayer de les harponner. Bon, après c'est pareil, hein, ils vont en chasser un, ils vont être 5 ou 6 et ils vont en chasser un. Après il faut le ramener sur la terre, un animal qui pèse plusieurs tonnes, le découper, le partager, même principe, un partage très strict entre les différentes personnes et toujours une partie qu'on laisse aux animaux et une partie qu'on ramène au village pour les gens qui n'ont pas pu participer à la chasse. Et cette chasse, elle est impressionnante parce qu'elle montre les connaissances des Groenlandais sur l'animal, savoir où il passe, où il va passer, quand il va passer. Et puis j'étais fasciné par leur faculté d'adaptation, leur faculté d'observation. Ce sont des gens qui passent leur vie à observer leur environnement, à observer la nature et à s'adapter. Cette faculté incroyable d'adaptation, ils ont rien, ils sont capables de tout faire. Cette chasse traditionnelle durera tout l'été, jusqu'en septembre. Puis les narvals repartiront vers le sud avant la formation de la banquise hivernale. Le phoque est également, et depuis toujours, une source de protéines et de vitamines précieuses pour les Inuits. Sa peau permet aussi de fabriquer des vêtements chauds. Et jusqu'aux années 1970, la chasse au phoque était une ressource essentielle pour les communautés autochtones. Tous les anciens villages de ces petites régions-là, pourquoi les gens étaient là? Parce que c'est des lieux où il y avait énormément de phoques. Pourquoi il y a beaucoup de phoques? C'est parce qu'il y a beaucoup de poissons. Maintenant, la chasse aux phoques rapporte plus beaucoup d'argent. La viande est mangée, elle n'est pas revendue, mais la peau rapporte plus rien du tout. Et donc, la société est devenue une société de pêche. Par contre, parce que le flétan, les crevettes, ça, tout est racheté par la pêcherie. La saison de la pêche va se décomposer en deux. Il y a une partie qui va se faire en petites barques, où ils vont aller au fond des fjords, poser une ligne de flétan en bateau. Et puis en hiver, on pourrait se dire, c'est fini, il y a l'hiver, il y a la banquise, donc on peut rien faire. Non, au contraire, ils partent en traîneau sur la banquise, ils font un trou, ils posent leur ligne là, et puis régulièrement, toutes les 6 heures, ils vont relever cette ligne. Et qui est une pêche miraculeuse quand même, il y a beaucoup de poissons. Et donc, ils sont passés d'un monde de chasseurs à un monde de pêcheurs. Seulement voilà, toutes ces activités traditionnelles de subsistance dépendent entièrement de la nature. Et la nature ici est en plein bouleversement, car l'Arctique est la région du monde où le réchauffement et les changements climatiques sont aujourd'hui les plus rapides. Sincèrement, ce que je peux dire, c'est que quand j'étais enfant, en hiver, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de glace de mer, et nous pouvions aller très loin sur la banquise, là où j'ai grandi. Maintenant, la météo est devenue capricieuse au Groenland. Parfois, il y a des vents forts, très forts, comme on n'en avait jamais connu auparavant. Et en hiver, nous avons de la pluie, ce qui n'arrivait pas habituellement, mais c'est devenu normal maintenant. Et donc, les conséquences sont graves pour les habitants des villages, qui vivent de la chasse et de la pêche. Car ils dépendent de la nature, ils dépendent de la météo. Et si le temps est mauvais, ils ne peuvent ni chasser ni pêcher, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de nourriture pour eux et leur famille. Donc c'est très grave quand on dépend vraiment de la nature. Avec le changement climatique, c'est aussi la banquise qui diminue, non seulement en superficie, mais aussi en épaisseur. On a des anciens du village qui vont dire, voilà, il y a 50 ans, la banquise, là, elle faisait 2 mètres d'épaisseur. Maintenant, on atteint à peine les 30 cm. Et pourquoi cette banquise est de plus en plus fine? En fait, c'est parce que la banquise a de plus en plus de mal à se former. Parce que les périodes où on avait du mauvais temps, on va dire novembre, en fait, s'étendent. Et maintenant, c'est octobre, novembre, décembre, où on a des tempêtes. Et une période où il faudrait que l'eau soit calme pour que la banquise prenne bien. Et donc, la banquise ne prend plus que, on va dire, début janvier.
même mi-janvier maintenant, et donc elle n'a pas le temps de grossir, on se retrouve avec une banquise assez fine. Aujourd'hui, il est devenu plus dangereux de se promener sur la banquise, de faire du traîneau à chien, ou même de la motoneige. Aujourd'hui, il n'y a plus que des endroits très précis, autour des villages, où l'on peut se promener, où l'on peut chasser, pêcher. Quand j'étais enfant, nous avions plus d'endroits où aller, plus de villages accessibles pour rendre visite à nos familles. Depuis ces quelques dernières années, en hiver, il n'y a plus que quelques chemins sans danger que nous pouvons emprunter. Les Groenlandais connaissent, savent reconnaître la banquise mince, mais cette banquise, elle devient extrêmement dangereuse. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, là-bas, personne ne sait nager, personne n'a appris à nager dans une eau à moins 2 degrés. La chute à l'eau, c'est mortel, et que toutes les familles au Groenland ont au moins une personne qui est morte en tombant à l'eau. Une banquise qui se forme plus tard dans l'année et qui disparaît plus tôt. C'est aussi la principale menace pour les populations d'ours polaires. Car la glace de mer, c'est leur habitat, leur terrain de chasse, là où ils trouvent les phoques pour se nourrir, pour accumuler des réserves de graisse et de calories avant la période de disette estivale qui, elle, devient de plus en plus longue. Le résultat, une malnutrition plus fréquente des ours polaires qui a aussi des conséquences sur leur capacité de reproduction et sur le nombre de naissances. En Arctique, le changement climatique bouleverse les équilibres naturels. Les animaux, comme les populations autochtones, n'ont d'autre choix aujourd'hui que de s'adapter. À l'avenir, je pense que nous aurons encore plus de changements climatiques, avec du vent, beaucoup de vent. Et il sera plus difficile pour nous de naviguer et de faire du traîneau à chien. C'est vraiment difficile à imaginer, car les changements ont été si fréquents et si rapides. Le réchauffement climatique ici, il est beaucoup plus violent que ce qu'il est chez nous. Mais ces gens-là vivent avec la nature depuis tant d'années qu'ils ont très bien compris qu'on ne pouvait pas lutter et qu'il fallait s'adapter. S'il n'y a plus de banquise, on ira pêcher. Voilà. Si la banquise revient, on retournera en traîneau. On trouvera une solution. On vit le temps présent. Au Groenland, tout est Imara. Imara, ça veut dire peut-être. Et le futur est toujours conditionnel. J'espère juste que nous serons capables de préserver nos traditions. La chasse, les traîneaux à chiens, le kayak pendant l'été. Vous savez, les Inuits ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. La nature change. Je pense que nous pourrons nous adapter. La vie ne sera plus la même, plus comme avant. Mais j'espère vraiment que nous pourrons préserver nos traditions et notre culture. C'est un proverbe extrêmement symbolique groenlandais qui dit « Silarswark, sikushlu, kissimin à Galavant ». Et ce qui veut dire « seul le temps et la glace sont maîtres ». Et ça montre ça, que ce sont des gens qui ont compris. C'est pas nous qui imposons la nature, c'est la nature qui s'impose à nous.